Bonjour, je m'appelle Antonia Leroy, je suis interne en 2e semestre de psychiatrie et aujourd'hui on va faire la conférence qui concerne le module 3. On commence par le premier dossier, je vous lis un petit peu l'énoncé. Donc vous recevez à votre consultation d'addictologie Monsieur R qui a 54 ans et qui est accompagné par un ami, comme c'est souvent le cas en addictologie, et cet ami vous explique « Docteur, je dois vous dire, c'est moi qui ai pris ce rendez-vous, ça aussi assez fréquent en addictologie. C'est moi qui ai pris rendez-vous pour mon ami Monsieur R. Il ne veut pas l'admettre, mais il a un sérieux problème avec l'alcool, il est complètement dépendant. Au début, je ne disais rien, une bouteille par-ci, une bouteille par-là, mais là, c'en est trop. Il y a 3 jours encore, il s'est sifflé une bouteille de vin rouge à midi, une autre le soir, un whisky en apéro et encore 2 après le dîner. Je suis bien placée pour le savoir, ça fait 15 jours qu'il vit chez moi, depuis que sa femme l'a quitté. En même temps, il faut la comprendre, il n'allait même plus chercher les enfants à l'école tellement il picole. Et puis, je connais bien ça, hein. Mon père c'était pareil, sauf que mon père, en plus de ça, dès qu'il arrêtait de boire, il se mettait à suer et à trembler. Là, heureusement, on n'en est pas encore là. J'ai bien essayé de le raisonner, mais rien n'y fait, c'est plus fort que lui. Effectivement, l'examen clinique vous paraît normal, en dehors d'un certain mécontentement, ça aussi assez fréquent, un certain mécontentement de Monsieur R qui répète qu'il n'a pas besoin d'aide et qu'il n'a pas non plus envie qu'on l'aide. On poursuit l'interrogatoire, et puis on découvre que la consommation a commencé il y a à peu près 6 mois, et elle s'est aggravée depuis son licenciement il y a 1 mois. Il n'y a pas d'autres antécédents médico-chirurgicaux, à part un tabagisme actif à 20 paquets années, et puis une rupture de la rate il y a très longtemps, dans les années 70, mais à l'époque, ça avait quand même nécessité une hospitalisation prolongée en réanimation. Voilà. Donc première question, question de cours, très bateau. Quelle quantité d'alcool Monsieur R consomme-t-il quotidiennement d'après son ami? Et deuxième question, comment Monsieur R se situe-t-il par rapport aux recommandations de l'OMS? Donc là, ok, c'est une question de cours, pas très intéressante, mais quand même très tombable, ça tombe souvent. Donc calculer la quantité d'alcool, c'est quand même simple, et c'est dommage de se planter là-dessus. On fait le volume d'alcool ingéré, multiplié par le degré d'alcool, multiplié par la densité de l'alcool, qui, comme vous le savez, est 0,8. Alors ça, c'est valable quand on ne vous parle pas en verre. Par exemple, pour la consommation en termes de bouteilles. Il y a 2 bouteilles de vin rouge par jour. Donc là, 2, une bouteille, c'est 750 ml. Donc fois 750, on est d'accord, multiplié par le degré d'alcool, là c'est 12,5 degrés, multiplié par la densité de l'alcool qui est 0,8. Voilà. Après, on nous parle de whisky. Mais là, pour le coup, en whisky, on nous parle de verre, 3 whiskies par jour. Eh bien, un moyen simple pour s'en souvenir, c'est qu'un verre, c'est à peu près 10 grammes d'alcool. Donc là, on va rajouter 3 fois 10 grammes d'alcool. Et ça, je vous laisse faire le calcul, mais croyez-moi, ça fait 105 grammes d'alcool par jour. Évidemment, c'est trop. Et sachant que les recommandations de l'OMS, c'est à peu près le maximum toléré 30 grammes par jour pour un homme, 20 grammes par jour pour une femme, là, Monsieur R se situe à plus de 3 fois ce qui est toléré par l'OMS, qui fait évidemment beaucoup trop. On passe à des questions maintenant un petit peu plus intéressantes. Donc, l'ami bien intentionné de Monsieur R vous dit « il est complètement dépendant ». Alors là, votre sympathique externe arrive sur le devant de la scène et vous dit d'un ton un peu pédant « mais est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'un usage nocif d'alcool ?» Pourquoi est-ce qu'il vous demande ça? Et puis vous, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors, il pose cette question-là, hein, moi je le comprends tout à fait, je me serais posé cette question-là aussi étant externe. Pourquoi? Parce qu'il y a les critères d'un usage nocif, ça c'est vrai. Il y a une utilisation répétée d'alcool depuis longtemps. Il y a une incapacité à remplir ses obligations à la maison. Monsieur R consomme de l'alcool dans des situations où physiquement ça peut être dangereux. Il y a des problèmes judiciaires liés à l'alcool.
Et puis, il continue d'utiliser cette substance, même s'il y a des problèmes interpersonnels nettement liés à ça, notamment sa femme qui l'a laissé tomber. Ok. Mais, voilà. Et ce qui a dû aussi choquer votre externe concernant la dépendance, c'est qu'il manque certains critères, et notamment le syndrome de sevrage physiologique, qui est synonyme de dépendance physique, et qui, là, pour vous, fait tout de suite penser à la dépendance. Eh bien, cependant, je ne suis pas d'accord avec mon externe. Donc je lui dis, eh bien non, il s'agit bien d'une dépendance. Pourquoi? Eh bien parce que, pour parler de dépendance, il faut 3 critères sur 6. Ces critères, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y ait un usage compulsif d'alcool. Or là, il me semble bien qu'on l'a. Quand son ami dit « il consomme, c'est plus fort que lui », c'est ce qu'on appelle un usage compulsif. Un deuxième critère, c'est la difficulté à contrôler sa consommation d'alcool. Là encore, c'est plus fort que lui, ça veut bien dire qu'il a du mal à contrôler sa consommation. Un autre critère, c'est la tolérance. La tolérance, ça veut dire qu'il faut augmenter les quantités au fur et à mesure qu'on consomme pour obtenir les mêmes effets. Là, c'est exactement ce qu'a fait M. R. Donc rien qu'avec ça, là, on a 3 critères qui permettent de parler de dépendance. Les autres critères, c'est l'abandon petit à petit d'autres sources de plaisir que la consommation du toxique. Là, il laisse tomber ses enfants, il laisse tomber sa femme, visiblement son travail, il a dû le laisser tomber un petit peu. Un autre critère très important, c'est la poursuite de la consommation malgré des problèmes sérieux nettement liés à cette consommation. Donc là, on a déjà 5 critères sur 6. Effectivement, le 6e critère, c'est la dépendance physique marquée par le syndrome de sevrage physiologique. Donc s'il y a un truc très important à retenir sur cette question, c'est qu'on peut avoir une dépendance sans qu'il y ait de syndrome de sevrage physiologique et sans qu'il y ait de dépendance physique. Retenez bien ça. Enfin, pour parler d'usage nocif, il y a un critère d'exclusion. Et ce critère d'exclusion, c'est qu'il n'y a pas les critères pour parler de dépendance. Donc là, j'ai bien montré à mon externe qu'on était dans un cas de dépendance, même s'il n'y a pas de dépendance physique avec syndrome de sevrage physiologique. Question suivante. On interroge M. R. Et il nous apprend qu'il n'a pas d'autres antécédents médico-chirurgicaux, comme je vous l'ai dit, à part le tabac et l'histoire de la rupture de rate. Bon, est-ce qu'on dirait que M. R est en situation de précarité, à votre avis? Alors là, question de santé publique, très très populaire, je le sais, mais quand même, la définition de la précarité, c'est simple, c'est pas la peine de partir dans des grandes descriptions abracadabrantes. La précarité, c'est quoi? C'est l'absence d'une ou plusieurs sécurités. Le mot-clé, c'est vraiment sécurité. La conséquence de cette absence de sécurité, c'est que la personne, eh bien, elle ne peut pas assumer ses responsabilités, et deuxièmement, elle ne peut pas jouir de ses droits fondamentaux. Là, nettement, il manque plusieurs sécurités à M. R. Il n'a plus la sécurité de l'emploi, il n'a plus celle du logement, il est en situation de précarité relationnelle et affective. Donc oui, M. R est bien en situation de précarité. Donc son ami conclut. Vous voyez, il ne veut rien entendre. S'il vous plaît, docteur, faites quelque chose, il faut l'obliger à se sevrer immédiatement. Il doit bien vous rester un lui pour lui, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande, d'une part, de sevrage, d'autre part, d'hospitalisation pour un sevrage immédiat? Évidemment, il faut discuter. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Certes, il y a bien une indication à réaliser un sevrage en alcool. On est d'accord, il est dépendant, il boit trop, il va falloir arrêter. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'indication à ce que ce sevrage se fasse à l'hôpital. Pourquoi? Les indications d'un sevrage à l'hôpital, je vous le rappelle, c'est les comorbidités, somatiques ou psychiatriques, les antécédents d'échecs de tentatives de sevrage en ambulatoire, des antécédents d'accidents de sevrage. Par accident de sevrage, on entend délirium très mince, épilepsie de sevrage, des choses comme ça. Et quatrièmement, l'isolement social. Or là, M. R, bon,
il n'est pas en situation de comorbidité somatique ou psychiatrique, il a son ami et surtout, il n'a aucune envie de se sevrer. Ça, c'était pour l'hospitalisation. Deuxièmement, on est dans une situation qu'on dit, non pas de contre-indication à un sevrage, mais de non-indication. Non-indication, ça veut dire qu'on va le reporter. Pourquoi là, c'est une non-indication ? Comme je vous le disais, il n'est absolument pas volontaire pour ce sevrage. Donc déjà, quand les patients ont envie de se sevrer, bon courage. Mais alors là, s'il ne veut pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Deuxièmement, il est en situation de crise. Sa femme vient de le quitter, il vient d'être licencié, il perd son logement. On peut peut-être lui laisser le temps de se poser et d'avoir envie de se sevrer. Et troisièmement, comme je vous le disais, il n'y a pas d'urgence somatique, il n'y a pas d'urgence vitale là. Donc, son ami va être déçu, mais on refuse d'hospitaliser M. R pour lui faire un sevrage dans l'immédiat. Et puis, de toute façon, quelle que soit votre réponse, M. R, il reste sur ses positions et il ne tarde pas à quitter votre consultation, bien décidé à ne plus y revenir. Cependant, quelques mois plus tard, vous voyez revenir M. R. Une fois de plus, ça arrive souvent en addictologie. Il revient de sa propre initiative cette fois, donc déjà, ça c'est un signe de meilleur pronostic qu'au début. Sa situation par rapport à l'alcool, elle ne s'est pas améliorée. Mais s'il vient vous voir, c'est pas tellement à cause de l'alcool à son avis. C'est surtout parce qu'il y a des nouveaux symptômes qui sont arrivés et ça le gêne beaucoup. Alors, M. R vous dit, pour commencer, il y a les sueurs et les tremblements. Ils sont surtout là le matin, quand je me réveille, mais pas seulement. Des fois, ils viennent d'un coup dans la journée et puis même la nuit quand je ne m'y attends pas. Ça monte, et puis je me mets à transpirer, j'ai mal au ventre, je sens mon cœur qui bat dans ma tête, des fourmis dans mes pieds, je ne reconnais plus rien autour de moi, c'est comme si je n'étais plus moi-même. Heureusement, ça finit toujours par partir d'un coup, mais bon, la conséquence, c'est quand même que je ne sors plus de chez moi. Vous imaginez ça ? Et puis, si ça m'arrivait dehors, ce serait la catastrophe. Cette fois, ça y est, je crois vraiment qu'il faut que j'arrête. Alors, qu'est-ce que c'est votre explication pour ces nouveaux symptômes ? Eh bien là, il faut bien distinguer deux choses. D'abord, il y a le fameux critère dépendance physique qui s'est installé, avec le syndrome de sevrage physiologique qui se manifeste par les tremblements et par les sueurs. Surtout là, au réveil, ce qui est très caractéristique, parce qu'évidemment, il n'a pas bu depuis la veille quand il s'est couché. Mais tout là ne peut pas être expliqué par une dépendance physique à l'alcool, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui est apparu ? Eh bien, il y a également un trouble panique qui est apparu. Un trouble panique avec agoraphobie. Car pour le trouble panique, il faut toujours préciser si c'est avec ou sans agoraphobie. Pourquoi est-ce que je vous parle de trouble panique ? Eh bien, le trouble panique, c'est la répétition d'attaques de panique. En théorie, au moins 4 en un mois, mais souvent c'est plus. Une attaque de panique, c'est l'apparition de plusieurs symptômes qui sont de 3 registres, comportementaux, psychologiques et physiques. Là, c'est bien le cas. Ces symptômes, ils apparaissent en général de façon rapidement progressive pour atteindre leur intensité maximale en une dizaine de minutes à peu près. Ils peuvent survenir avec un facteur déclenchant apparent, mais aussi très souvent spontanément. Et c'est le cas ici, ça vient sans prévenir. Alors ces symptômes ici, qu'est-ce que c'est ? C'est les palpitations, les sueurs, les paresthésies, les douleurs abdos, mais aussi, ça j'espère que vous l'avez reconnu, l'impression de dépersonnalisation, c'est comme si je n'étais plus moi-même, et de déréalisation, il ne reconnaît plus son environnement et le monde qui l'entoure. Ça, c'est des mots que vous connaissez, mais en pratique, dans un énoncé, vous ne savez pas toujours à quoi ça correspond. Eh bien, c'est ça. Alors, d'autres symptômes sont possibles, mais là, ils ne sont pas tous présents, évidemment. Pourquoi je vous parle d'agoraphobie ? Eh bien, parce qu'il vous le dit très bien. Monsieur R ne sort plus de chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de se retrouver dans des endroits où une attaque de panique pourrait survenir et où là, ce serait la catastrophe. Il pourrait même avoir peur de mourir. Qu'est-ce que ça entraîne, ça ? Une anxiété anticipatoire avant de sortir et même des conduites d'évitement. Donc on a bien un trouble panique avec agoraphobie. Ça, c'est un trouble anxieux qui est très fréquemment associé aux conduites alcooliques.
6e question. Qu'est-ce que vous devez évaluer cliniquement avant tout sevrage? Ça, c'est valable pour l'alcool, mais c'est valable aussi pour toutes les toxiques. Il y a toujours 5 évaluations. L'évaluation psychopathologique. Qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de pathologies psychiatriques associées. Deuxièmement, c'est l'évaluation somatique. On va rechercher des comorbidités somatiques ou des conséquences somatiques de l'alcool. Troisièmement, c'est l'évaluation des coaddictions. Une dépendance, c'est souvent associé à plusieurs dépendances. Et on compte là-dedans le tabac, bien sûr. Donc il faut toujours les chercher toutes, pour les prendre en charge évidemment en même temps, pour qu'il y ait plus de chances de réussite. La 4e évaluation, c'est l'évaluation socio-professionnelle, très importante. Et enfin, ce qu'on appelle l'évaluation de l'opportunité. L'opportunité, c'est essentiellement la motivation du patient à arrêter, qui n'est pas à négliger. 7e question. Quel bilan paraclinique allez-vous réaliser et justifier? Bon, là évidemment, c'est le bilan paraclinique de l'alcool. Alors au niveau biologique, qu'est-ce que c'est? C'est la NFS plaquette. Qu'est-ce qu'on cherche? Une élévation du VGM, qui est un marqueur de consommation chronique d'alcool. On va évidemment faire un bilan hépatique, à la recherche d'une cytolyse hépatique, d'une élévation des transaminases, et puis l'élévation des gamma-GT, qui est un marqueur assez spécifique de la consommation d'alcool. On fait également une électrophorèse des protides. Qu'est-ce qu'on cherche? Un bloc bêta-gamma qu'on trouve dans la cirrhose. Alors ça, on y pense peut-être moins souvent, c'est la recherche des foyers infectieux. Donc ça comprend NFS, VSCRP, panoramique dentaire dans les imageries. On va faire également, et ça, c'était le petit piège, il fallait y penser, c'était la sérologie, VIH 1 et 2, toujours avec l'accord du patient, VHB et VHC. Pourquoi? Par rapport à son antécédent de rupture de rate. En effet, M. R a été hospitalisé dans les années 70 pour une rupture de rate avec, on vous le dit, un long séjour en réanimation. Il y a donc de fortes chances que M. R ait été transfusé à cette période-là, avant qu'il y ait tous les contrôles mis en place aujourd'hui pour prévenir ces infections, qui datent à peu près de 86. Donc là, c'est bien si vous y avez pensé. Mais on ne s'arrête pas à la biologie. On va aussi faire un bilan d'imagerie. Comme je vous le disais, il y a la panoramique dentaire, mais il y a aussi la radiographie de thorax. Pourquoi? Parce qu'il fume, et aussi pour rechercher des foyers infectieux, et évidemment l'échographie hépatique à la recherche de signes de cirrhose ou d'hypertension portale. Voilà pour votre bilan paraclinique. Bon, vous avez de la chance. 8e question, ce bilan est normal. Alors là, il faut décrire les grandes lignes de la prise en charge à court et long terme. Ça, c'est une question qui est déjà tombée dans les annales de l'internat. On ne vous demande évidemment pas de rentrer dans les détails, ce serait trop compliqué, mais d'avoir une idée globale un peu de ce que peut être la prise en charge d'un patient souffrant d'alcoolisme chronique. À court terme, là, on est bien d'accord, il demande le sevrage, il y a des comorbidités, ça commence à être urgent, donc il y a une indication au sevrage en alcool. Petite précision, quand vous prescrivez un sevrage dans une question d'internat, précisez un sevrage en quoi? Vous, évidemment, ça vous paraît évident, mais juste sevrage, là, on peut se dire, il propose un sevrage en tabac. Bon, alors vous risquez de perdre des points là-dessus. Donc, sevrage en alcool. Ce sevrage, il doit être programmé, planifié, parce qu'il y a plus de chances que ça réussisse. Ambulatoire ou hospitalier? Là, si on se souvient de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un sevrage hospitalier. Il y a très nettement une comorbidité psychiatrique. Le sevrage, en quoi ça consiste? En fait, c'est pas très compliqué. Il faut prévenir, évidemment, les complications du sevrage, à savoir le délirium très mince ou le pré-DT. Pour ça, c'est les benzos en cure courte, et puis très progressivement à dose décroissante. C'est aussi l'hydratation, qui doit être assez abondante, au moins 3 litres par jour. Tant que c'est possible, on préfère qu'elle soit péros que IV. S'il y a des complications comme le DT, évidemment, on fera en IV. Un petit point aussi, ne mettez pas réhydratation, parce que ça énerve un peu les correcteurs.
Il n'y a pas besoin de réhydrater, à moins que votre patient soit déshydraté. Là, il s'agit d'une hydratation simple. On donne aussi des vitamines B1, B6, PP. En particulier B1, c'est la plus importante. Mais alors là, pareil, évitez d'irriter le correcteur et de dire que c'est pour prévenir le DT, parce que pas du tout. À quoi ça sert la vitamine B1? Ça sert à prévenir l'apparition d'un syndrome de Gaillet-Wernicke qui est dû à une carence en vitamine B1. Bon, je vous parlais du sevrage tabagique. Évidemment, il faut l'encourager. Comme dans toutes les questions d'internat, tabac égale sevrage tabagique. On peut lui proposer des aides, notamment les substituts nicotiniques. La psychothérapie de soutien, comme toujours, toute hospitalisation en psychiatrie, mais ailleurs, petite parenthèse pour les somaticiens, et il faudra une prise en charge sociale la plus précoce possible, parce que ça, c'est des situations au niveau social qui sont très compliquées. Là, vous avez votre premier temps, mais ça, normalement, la cure de sevrage hospitalière, ça dure 15 jours, pas tellement plus. Donc, dans un deuxième temps, à moyen et long terme, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, tout de suite, au décours de l'hospitalisation, on va faire un séjour de post-cure. Après la post-cure, il faudra qu'il y ait une prise en charge dans un centre d'alcoolologie et d'hygiène alimentaire. Ensuite, quel est votre principal objectif? Évidemment, c'est de maintenir le sevrage. Tout l'enjeu de l'alcoolisme chronique, c'est de maintenir le sevrage, c'est pas de le réussir. 15 jours sans boire, en général, on y arrive. Mais de le maintenir dans la durée, ça, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on peut aider notre patient à rester abstinent? Eh bien, les moyens simples, la psychothérapie de soutien, la participation la plus précoce possible, là encore, des mouvements d'anciens buveurs, c'est les alcooliques anonymes. On sait que tout ce qui est participation à un groupe favorise vraiment le maintien de l'abstinence et le patient se sent compris et aidé. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre? Dans l'alcoolisme et dans toutes les addictions de façon générale, ce qui a assez tendance en ce moment, c'est les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Une autre chose qu'on peut proposer, c'est les traitements qui diminuent ce qu'on appelle l'appétence pour l'alcool. Il s'agit de la naltrexone, le Revia et l'acamprosate, l'Aotal. Alors là, il n'y a pas d'obligation. Et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que ce n'est pas des traitements de substitution. Évitez de dire ça. Les traitements de substitution à l'alcool, ça n'existe pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, un dernier point. Le trouble panique, vous devez vous demander. Dans un premier temps, il ne va pas y avoir de prise en charge spécifique. Parce que là, le trouble panique, il est apparu secondairement à l'alcool. Donc, tout comme les dépressions qui apparaissent secondairement à l'alcool, il faut attendre d'avoir au moins 4 semaines de sevrage pour entamer une prise en charge spécifique. Là, le fait est que le trouble panique, s'il persiste, le premier traitement, comme tous les troubles anxieux, c'est la TCC. Et si là encore ça persiste, en deuxième intention, on pourra envisager de mettre un traitement antidépresseur de type ISRS, en particulier le déroxate, la paroxétine.